Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous comme invitée Christina Filetas. Vous êtes infirmière et vous êtes également connue comme étant la fondatrice du groupe Facebook Happy Mummies. On discute de parentalité. Bonsoir Christina. Bonsoir Axel. Nous avons aussi également sur le plateau avec nous nos expertes de choc. Cindy Bajazé, bonsoir. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mesdames, je vais vous demander de nous rappeler vos champs d'expertise. Avec plaisir Axel, bonsoir. Cindy Bajazé, juriste indépendante, formaliste, formatrice. Je suis fondatrice du cabinet d'assistance juridique et administrative Cindy Bajazé Consulting. Je suis une ancienne collaboratrice de cabinet d'avocats. Et au sein de cette émission, avec moi, on parlera droit, justice et entrepreneuriat. Très bien. Nous avons également Maëlle Félix-Henry, directrice générale d'IRISA. De quoi allons-nous discuter avec vous en général, Maëlle? Alors, je suis spécialisée en communication, en gestion de projet et j'ai aussi pour objectif d'accompagner les porteurs de projets, tels qu'ils soient associatifs ou dans l'entrepreneuriat, à la mise en place de leurs projets vers la réussite. Très bien. Joëlle Badralou, bonsoir. Vous êtes également une de nos expertes. Alors, avec vous, on voyage souvent, mais de quoi parle-t-on également? Alors, je suis Joëlle Badralou, journaliste indépendante, fondatrice du blog Lifestyle Elle dit oui, où je parle donc voyage, gastronomie, culture. Et ici, nous parlerons particulièrement de tourisme et de gastronomie. Très bien. Alors, effectivement, mesdames, nous avons une actualité mouvementée avec le mouvement social que nous connaissons. Et nous avons pu voir que la jeunesse et les enfants de la Guadeloupe ont été en avant et pas toujours de façon positive. Nous allons regarder une compilation d'interventions d'experts qui sont intervenus sur nos antennes à Éclair TV pour comprendre un petit peu comment est-ce que cette jeunesse de Guadeloupe elle est perçue aujourd'hui et quelle est l'analyse ou les analyses de ces experts. Nous avons Hélène Migerel qui est psychanalyste, docteur en sciences humaines et sociales, également Patricia Braflant-Trobo qui est l'auteur de l'estime de soi des Noirs et aussi messieurs Franck Garin et Raphaël Spéronel, eh bien, pour ce dernier psychologue et le premier sociologue. Nous regardons. C'est une grève qui a commencé et apparemment elle a été relayée par des jeunes qui ont pris en main plus ou moins le mouvement apparemment, puisque ce sont des jeunes qui sont sur ces barrages. Je ne dirais pas que c'est la jeunesse guadeloupéenne, pas du tout. Ce sont des jeunes qui ont décidé de prendre en main ces barrages parce qu'effectivement, on ne voit plus véritablement les grévistes qu'on a connus au début. On voit des jeunes désœuvrés, des jeunes qui sont déjà passés en comparution immédiate pour une partie, des jeunes qui certainement ont un travail pour certains et qui ont trouvé là une opportunité d'exprimer certainement une partie de leur malaise, mais ce n'est pas toute la jeunesse guadeloupéenne qui est là et ce ne sont pas toutes les problématiques véritables de la jeunesse guadeloupéenne qui sont relayées malheureusement sur ces barrages. La jeunesse actuelle en Guadeloupe, d'une manière générale, elle est en panne d'avenir, elle n'arrive pas à se projeter, il n'y a pas d'horizon temporel. Et elle est effectivement frustrée, comme beaucoup d'autres parties de la population. Mais dans le cas présent, cette jeunesse-là, elle est surtout instrumentalisée et ce n'est pas elle qui a les réponses à son propre désarroi. Il est clair que ce n'est pas les jeunes, aussi intéressants qu'ils soient, qui mènent le monde encore, mais c'est à nous, les adultes, les responsables, d'être auteurs et créateurs de schémas de développement. Ce qu'on ne fait pas plus pour les jeunes que pour d'autres parties de la population. Et donc, même si ce sont les jeunes, par leur réactivité, par qui expriment cette souffrance, ce mal-être, ils n'en sont pas directement ils sont plus victimes qu'autre chose. Nous sommes sur une poudrière quand même depuis quelques années. Je veux dire que tous les indicateurs sont au rouge. Tout le monde l'attend, cette violence et cette colère. Alors, elle éclate aujourd'hui avec les jeunes. Avec les jeunes qui se sont ralliés finalement à une forme de résistance et qui sont arrivés là pour dire quoi? D'abord, sur le plan sociopolitique, qu'il y a effectivement de gros problèmes. Les lieux de vie de ces jeunes sont négligés et abandonnés par les pouvoirs publics. L'insalubrité, ce sont des gens qui vivent forcément dans des ghettos.
Et puis, il y a un certain mal-être, bien sûr. Un mal-être parce qu'il y a du mépris. Ces jeunes ont l'impression qu'ils sont les oubliés de la terre et qu'on les méprise. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et j'entendais dans certains témoignages où quelques-uns disaient, nous avons eu des formations en métropole, nous sommes revenus ici et nous n'avons pas d'emploi. Alors sur le plan économique, le chômage, c'est quelque chose d'endémique, c'est quelque chose de galopant. Ici, je veux dire que quel pays aurait pu contenir des personnes ne travaillant pas avec un tel taux de chômage. Il y a aussi un discours social qu'il faut croire, qui fait croire que tout est possible. On peut avoir une voiture, on peut faire des voyages, on peut partir en croisière, mais pour quelques gens. Et ça génère des frustrations chez les gens qui n'ont rien, qui n'ont absolument rien. Alors là, c'était une cause occasionnelle de dire à la Guadeloupe entière que cette situation de mal-être ne pouvait plus durer. On est dans une société qui exerce, qu'on le veuille ou non, une certaine violence vis-à-vis de la jeunesse. Elle est la première victime de la société de consommation. Une société qui s'adresse à elle, d'ailleurs. Une société qui lui vend de la marchandise, des choses qui ma foi, font entrer dans le rang des personnes aptes à consommer, etc. C'est clair que ces jeunes-là subissent cette première violence. L'autre violence qu'ils subissent, et la plus importante, c'est celle de ne pas intégrer dans une société où ils se rendent compte finalement que pour eux, il n'y a pas de travail, alors que de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui rentrent, qui trouvent du boulot, là où ils ont le sentiment d'être refusés. L'autre violence qui s'exerce à leur égard, c'est le fait qu'un jeune Guadeloupéen, quand il regarde ce qui se passe autour de lui, et plus particulièrement en métropole, eh bien, il n'a pas beaucoup de choix quand il a eu son bac. Et bien évidemment, autre chose encore, que les jeunes vont épouser, qui constituent les violences commises par la société à l'égard même de ceux-ci. Alors Christina Filetas, on a entendu nos expertes et nos experts qui ont parlé, qui ont livré leurs analyses en expliquant pourquoi ces jeunes sont en colère, pourquoi il y a cette violence de la part des jeunes de Guadeloupe, de certains jeunes de Guadeloupe, mais pourquoi eux aussi, comment eux aussi sont victimes de violences. Comment expliquez-vous cette colère des jeunes guadeloupéens? Vous êtes d'accord avec nos experts? On ne partage pas forcément le point de vue de tous. Je donnerai juste le mien. Je pense que la colère, elle est une émotion qui est saine et légitime, et qu'il faut savoir l'accueillir. On peut chercher pléthore d'explications. Il appartient à chaque jeune de partager son ressenti. Ici, on cristallise des milliers de colères. Et ensuite, on s'attend pas à des réactions éruptives. En fait, la colère reste une émotion. Et si la colère, elle est tout le temps réprimée, elle débouche forcément sur la violence. Donc la colère, elle peut être mal perçue, mais finalement on se rend compte que ces jeunes ne sont pas si attentifs que ça. Ils sont vivants parce qu'ils ont ce pouvoir de se mettre en colère. Donc pour vous, c'est une émotion quand même positive et qui parviendra peut-être à nous faire avancer vers quelque chose? Alors, on va s'éloigner du vocable positif ou négatif. Ça reste une émotion. On est des êtres humains émotionnels. Et manifester sa colère, dire ce qu'on ressent, exploser, reste une façon, oui, de faire avancer les choses. Maintenant, je ne cautionne pas, je comprends. Je ne cautionne pas forcément tous les agissements, mais je pense qu'on est arrivé à un point où ces choses-là devaient se produire, peut-être pour produire un électrochoc et nous permettre de créer la société dont on rêve, la société de demain finalement. Très bien. Alors on vous connaît en dehors de votre casquette d'infirmière comme étant la créatrice du groupe Happy Mummies, qui est très populaire auprès des mamans en Guadeloupe sur Facebook. On a beaucoup effectivement stigmatisé ces jeunes pour certaines personnes en tout cas. Et la stigmatisation qui nous paraît aussi de plus en plus récurrente, c'est celle des familles et particulièrement des mamans. Est-ce que finalement cette crise, ce ne serait pas quelque part également le symptôme d'une crise sociétale plus profonde où la famille guadeloupéenne est en crise?
Je partage votre point de vue sur le fait qu'effectivement, on stigmatise souvent la mère quand on constate une déviance de l'enfant. Mais pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait 2 parents. Il y a un père et une mère. Mais souvent dans nos sociétés, qu'elles soient guadeloupéennes ou occidentales, on fait reposer tout le poids d'une famille sur une seule et même personne, la mère. Donc j'ai entendu une intervention à la radio qui m'a fait sourire, rire jeune, qui m'a même fait dresser le poil, où on parlait de la femme potomitan et j'en passe et des meilleurs. Mais la femme potomitan, c'est quoi? C'est faire reposer sur les épaules d'un seul être humain le bon fonctionnement d'une société et de famille entière. Or, les femmes ne sont pas surhumaines. Elles restent des êtres humains. Et je pense que pour construire une société guadeloupéenne, il faut des hommes et des femmes. Sauf que depuis des siècles, on nous donne ce bel écusson de femmes potomitan pour nous faire comprendre que c'est grâce à nous que tout fonctionne. Mais finalement, c'est sur nous qu'on tape quand les choses ne fonctionnent pas. Donc vous êtes en train de nous dire, Christina Filitas, que cette étiquette de femme potomitan, ce serait au fond une mystification et une charge mentale sans précédent pour les femmes. Et aujourd'hui, les femmes guadeloupéennes n'en peuvent plus, c'est ça? L'étiquette, oui, c'est l'étiquette de femme potomitan, c'est quelque chose qui peut-être a satisfait les égos de nos mamans, de nos mamies. En tout cas, moi, en tant que femme, c'est pas quelque chose qui me satisfait. À une époque, j'ai été élevée par des femmes fortes, mais à quel prix, en fait? À quel prix? Des femmes qui... Moi, je me demande aujourd'hui comment faisait ma mère, en fait, pour gérer son foyer, ses 3 enfants, aller travailler. Je suis mère d'un enfant. Je travaille, j'ai une vie professionnelle, j'ai aussi une vie familiale et il n'est pas forcément facile de tout concilier. Donc non, ça n'est pas évident et non, tout ne doit pas reposer sur l'épaule, les frêles épaules des femmes en fait. C'est vrai qu'en Guadeloupe, c'est un discours qui détonne parce qu'on nous a effectivement tellement habitués à nous gargariser et à être gratifiés de pouvoir être des femmes fortes, le fameux potomitan dont on discutait. J'ai envie de vous poser une question qui va paraître un peu provocatrice. Est-ce que derrière ce concept de potomitan et le vécu très pragmatique qui va avec, il n'y a pas quelque part une idée de déresponsabilisation, j'ai envie de dire presque systémique, des hommes guadeloupéens qui ont peut-être parfois du mal à devenir des pères également? Alors oui, il y a une déresponsabilisation entre guillemets, mais est-ce que ces hommes, on leur donne vraiment leur place en fait dans la cellule familiale? Est-ce qu'on leur permet vraiment d'être pères comme ils ont envie d'être et pas comme nous femmes nous voudrions qu'ils le soient? Est-ce que finalement, nous ne sommes pas jugés partis finalement? Est-ce que on ne tend pas le bâton pour qu'on nous batte? Il est important que les hommes prennent leur place, mais aussi que nous soyons en mesure de la leur donner. C'est un peu fatigant que de génération en génération, nous ayons gardé presque cette mentalité de l'habitation, à savoir où l'homme est un géniteur, parfois un géniteur multifoyer, et on considère que c'est quelque chose de parfaitement normal pour nous d'élever nos enfants seuls, alors que non. Un enfant, il est conçu à la base avec un homme et une femme, et il n'est pas normal que ce soit uniquement la femme qui prenne la charge de cet enfant, aussi bien de l'éduquer, d'en prendre soin, de lui donner la nourriture affective. Il faut et il est important que les hommes reprennent leur place et qu'on la leur laisse. Maintenant, on assiste aussi à un espèce de shift générationnel, puisque j'ai énormément d'amis, des hommes de ma génération, qui prennent leur place. Et au-delà du terme père ou mère, il faudrait peut-être qu'on utilise le terme de parent. Oui. Parce qu'un enfant, il a des parents. Il n'a pas uniquement une maman et un papa. Il faut qu'il ait des parents. Et qu'il n'y a pas de... Il y a des rôles... Je suis un peu contre tous ces rôles forcément définis, que les mamans doivent faire ci, que les papas doivent faire ça. Non. On a un parent, on est un parent, on a mis au monde un enfant qui n'a pas demandé à être là. Donc, nous devons être en mesure de nous organiser entre parents pour guider ce petit être qui ensuite fera les choix qu'il voudra. Mais nous devons être en mesure de les guider et de les accompagner. Ce n'est pas une chose aisée, parce que quand on devient parent, on arrête d'être le fils ou la fille d'eux. On devient le parent d'un enfant. Et vous nous disiez en préparant l'émission qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Tout à fait. Et je rajouterais que tous les accouchements ne débouchent pas sur une maternité.
Un accouchement, c'est quelque chose de physiologique. La maternité, c'est quelque chose... Je ne considère même pas que ce soit quelque chose d'inné. Je considère que c'est quelque chose d'acquis. La maternité, la parentalité, c'est la relation que l'on construit avec son enfant. Et ça n'est pas parce qu'on a porté un enfant pendant 9 mois qu'on le connaît. L'enfant, on le découvre au fur et à mesure. L'enfant, c'est un être humain à part entière. Sauf que dans nos sociétés, dans notre société guadeloupéenne, et j'exprime ici mon point de vue, qui n'a pas pour objectif d'être une vérité absolue, je considère, de par mon expérience, de ce que j'observe en tant que professionnel qui travaille avec les petits-enfants, que les enfants sont chosifiés. L'enfant n'est pas une personne. On n'accueille pas l'enfant tel qu'il est. Il est tel qu'on voudrait qu'il soit. Alors il faut qu'il soit lisse, il faut qu'il soit sage, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça. Mais à quel moment on lui permet d'être lui-même ? À quel moment on le considère, comme dirait Françoise Dolto, comme un être humain à part entière? Parce que finalement, c'est ce qu'il est. Ça nous renvoie à certaines pratiques de nos aînés, oui, où on disait que les enfants n'ont pas droit à la parole, que les adultes parlent, ou bien les enfants mangent à part également. Tout à fait. À pas parole à Timoun, c'est grand monde qui cap aller. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, très certainement, c'est qu'on n'est plus dans la même société. Il faut adapter également la place qu'on donne aux enfants. Exactement. La société, elle a changé. La société qu'a connue ma mamie, ou la société qu'a connue ma maman, ou mon papa, sont deux sociétés complètement différentes. Et on essaie malheureusement d'appliquer des outils qui ont fonctionné, une culture éducative qui a fonctionné sur des générations que je ne considère pas forcément qu'on a éduquées, mais qu'on a dressées. Et j'insiste sur le terme dressé, puisqu'on ne laisse pas à l'enfant la place pour être. Et il est important aujourd'hui qu'on mette l'accent sur être et pas forcément faire et avoir. Et c'est justement le problème de nos sociétés, c'est qu'on a oublié d'être. On a oublié l'être humain. C'est ce que Franck Garin disait, qu'il y a cette violence justement où on est, et Raphaël Spéronel également, où on est dans une société de consommation, où il y a cette violence première, où ces jeunes qui sont dans une désespérance ne sont pas forcément, mais on se rend compte qu'ils ne parviennent pas à faire ni à consommer également. Et Hélène Migerel aussi l'expliquait, où on est dans cette société de consommation où il faut en avoir et qu'on est disqualifié quand on ne peut pas avoir avant d'être. C'est exactement ce qui se trouve en jeu aujourd'hui avec ces jeunes qui crient leur désespoir. Et bien sûr, puisqu'on on leur fait comprendre que pour être quelqu'un dans la société, il faut avoir ceci, il faut avoir telle voiture. Bon, après, c'est quelque chose que nous avons connu, que nos générations aussi ont connu. Mais aujourd'hui, à notre époque, il n'y avait pas Facebook. À notre époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas toutes ces choses où on pouvait exposer ce que l'on possédait. On était une petite vitrine quand on arrivait à l'école. Sauf qu'aujourd'hui, à tous les coins de rue, en fait, on constate qu'il faut faire... Et même nous tombons dessus. Oui. Que si j'achète telle chose, je vais me sentir bien. Non, en fait, compte. Et donc le malaise, il est amplifié avec les réseaux sociaux, du coup. Je considère que dans une certaine mesure, oui. Et je crois qu'on passe complètement à côté des choses, en fait. Et qu'on essaie de trouver des solutions pour X ou Y, pour les jeunes. Mais finalement, la solution, elle sera d'abord individuelle. Il faut que nous fassions prendre conscience à nos enfants, que nous accompagnions nos enfants pour leur faire comprendre que quel que soit l'endroit où ils vivent, que quel que soit ce qu'ils possèdent, ils ont de la valeur en fait. C'est intéressant ce que vous dites parce que justement, quand nous préparions l'émission avec vous et avec une autre intervenante qui sera avec nous par audio, vous nous disiez qu'il y a cette notion d'estime de soi. Tout à fait. Qu'il nous faut mettre au centre de l'éducation de plus en plus. On va écouter un audio de Mélanie Romain-Hodge qui va justement apparaître à l'écran. Mélanie Romain-Hodge qui est consultante en parentalité positive et également consultante en prévention de la délinquance, et elle a fondé également un concept qui est très intéressant, c'est la Mom's Day Off à Saint-Martin et à Saint-Barth, où elle permet d'avoir un espace sécurisé, un safe space comme on dit dans le langage réseaux sociaux, pour les mamans qui viennent exprimer justement leur malaise mais aussi leur victoire, et où elles sont chouchoutées, dorlotées, où elles ont l'occasion de sortir du
du quotidien, ça nous manque aussi parfois, hein, Christina. Eh bien, Mélanie Romay-Hodge, c'est cette Guadeloupéenne qui intervient pour le compte de la préfecture à Saint-Martin, mais qui est également consultante pour la CAF Guadeloupe. On va écouter ce qu'elle dit sur la question de l'estime de soi et plus généralement de la parentalité positive. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis très heureuse de pouvoir intervenir et de donner en fait ma vision. On a trop longtemps laissé s'installer un mode de fonctionnement familial, sociétal chez nous où c'était du dominant-dominé. Que ce soit dans les sphères familiales ou même au travail, hein, on a trop souvent eu cette façon de voir les choses où on baisse les yeux quand on nous parle. Donc voilà, il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience que il faut ramener cette bienveillance partout dans cette sphère familiale d'abord, parce que c'est là qu'elle commence, c'est le premier lieu de socialisation, mais aussi dans nos milieux de travail, que ce soit dans les écoles, peu importe où on va se retrouver ensemble, hein, en tant qu'être humain. On partage donc d'abord la bienveillance, on parle de non-violence, mais parlons de bienveillance. Et puis l'éducation positive, effectivement, c'est une de ces solutions. C'est des piliers qu'on a besoin pour construire un humain demain. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas dans le monde où nos parents ou arrière-parents ont vécu. Donc, il y a des choses à changer. D'abord, la discipline positive, déjà, je vais vous dire ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une éducation permissive. On a trop longtemps, on pense trop souvent que c'est se mettre des en tant que parent et puis de laisser faire. Pas du tout. La discipline positive, c'est pas laisser votre enfant faire ce qu'il veut. Ce n'est pas non plus l'absence de règles ou de limites. Pas du tout. On est vraiment dans une éducation consciente. C'est se donner des solutions à long terme. Vous donnez aujourd'hui à vos enfants la possibilité d'avoir des outils pour leur devenir, qui soient capables de s'auto-gérer eux-mêmes. C'est d'abord dans la communication claire de vos attentes, de vos règles, de vos limites aussi en tant que parent, pour qu'ensuite l'enfant puisse accepter les limites de la société. Donc, c'est tout un panel d'outils qui peut être mis à disposition des familles. C'est vraiment renforcer leur pouvoir d'agir, leur donner la possibilité de voir plus loin, d'avoir une confiance en soi qui peut être demain, cette confiance en toi, cette détermination qui sera un peu nourrie au sein de la cellule familiale, pourra permettre à cet enfant, à ce jeune demain de se dire « mais ok, salarié c'est bien, mais peut-être que j'ai aussi la possibilité d'entreprendre. J'ai confiance en moi, j'ai une idée, j'y vais jusqu'au bout. C'est la persévérance qu'on va apprendre en éducation positive. Donc voilà, on est à ce chemin-là, je pense, où la bienveillance d'abord, en cellule familiale, dans nos communautés, dans notre milieu de travail, à l'éducation nationale, de la bienveillance. Et c'est obligé que ça rayonne tout autour de nous ensuite. Surtout ne pas penser, hein, quand on parle d'éducation positive, c'est pas un monde de licorne et d'arc-en-ciel. Pas du tout. On est vraiment dans la construction de l'humain de demain. Alors Christina Filetas, vous avez entendu, écouté Mélanie Romay-Hodge, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises. Tout à fait. Et quand on préparait également l'émission avec elle, elle nous disait que malheureusement on continue de reproduire dans la cellule familiale le modèle de domination de la plantation et où les parents, au lieu d'éduquer les enfants, vont chercher à dominer les enfants. Oui. Vous êtes d'accord avec elle ? Je partage son point de vue et c'est une domination qui est inconsciente. Ne serait-ce que, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Ouais. Bah, nous, on a été élevés, et même moi, des fois, je le dis, bon, bah, j'ai pris des claques bienveillantes, ça ne m'a pas fait de mal. Oui, mais est-ce que, si aujourd'hui, je vais te tutoyer, toi, Axel, j'ai un problème avec toi, bah, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Bah, tu es venu dans mon bureau, tu n'as pas rangé mon bureau, tu as laissé les choses traîner. Et puis, je viens, je te donne une claque. Est-ce que tu vas accepter ma claque ? Bien sûr que non. Alors pourquoi ne le faisons-nous à nos enfants ? Ce constat-là, je l'ai fait très rapidement en fait en éduquant mon fils qui a 10 ans. C'est que
l'école maternelle, c'est pas forcément évident, c'est un petit peu la jungle des fois, puisque chaque enfant a besoin d'affirmer son territoire et tout le reste. Et puis souvent je disais à mon fils, eh bien non, il faut pas taper tes camarades quand tu es en colère, mais c'est peut-être ce que je faisais moi quand j'étais dépassée par ces comportements, quand j'avais passé une mauvaise journée et que je n'acceptais pas certaines choses. Donc il faut aussi qu'on soit cohérent. Ouais. On ne peut pas prôner partout la non-violence quand nous-mêmes, nous formons partie et nous sommes partie prenante d'une société qui l'est. Des fois, on rigole de ce que nos mamans pouvaient nous dire. Et même des fois, je me vois parler à mon fils et je me dis, maman, sors de ce corps. Parce que ça me fait rire. Et effectivement, parce que des fois, ma mère, elle avait des paroles bien à elle, que je ressens par mimétisme, finalement, quand je suis confrontée à ces situations. Mais effectivement, il faudrait... Puisque c'est la violence qui crée la violence. Oui, on est dans une violence qui est systémique. Oui, on est dans une société qui est violente. Dans une violence institutionnelle. Parce que dans une société où on n'a pas d'eau, où on ne peut pas se faire soigner correctement, c'est une violence. Dans une violence entre... Ça en rajoute encore. Voilà, entre nous-mêmes. Oui. Entre êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'on veut transmettre à ces jeunes? Puis on s'étonne. Qui les a éduqués, ces jeunes-là? Sur qui ils ont pris exemple? Bon, je vais avoir 40 ans, mais c'est sur nous-mêmes. Sauf que je vais avoir 40 ans, mais je me rends compte que le dialogue social en Guadeloupe se produit toujours de la même façon. Sans concertation, sans dialogue finalement. C'est toujours dans la confrontation, dans le rapport de force, dans la domination. Au final, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on reproduit à l'échelle sociale ce que nous avons au niveau du noyau familial? Pas forcément, parce que je ne dirais pas que toutes les familles guadeloupéennes sont violentes. Je ne dirais pas que tout le monde l'est. Mais on vit dans une société où on banalise la violence, où pour nous, elle semble normale. Pour nous, il n'y a pas d'autre solution qu'aller barrer le chemin pour obtenir ce qu'on veut. Mais c'est d'une désespérance. Moi, je comprends en fait toutes les personnes qui revendiquent et qui manifestent leur colère, leur besoin de dire non, ça suffit. Mais pour autant, ça fait combien de temps que nous agissons de la même manière ? Et pour toujours le même résultat, ne serait-il pas intéressant que chacun d'entre nous, et quand je dis chacun, je ne dis pas de faire porter le chapeau à l'État, aux maires, aux jeunes, Pierre, Paul ou Jacques, que chacun, moi Christina, toi Axel, nous nous remettions en question pour réfléchir au projet collectif de demain, parce que c'est de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Quel exemple on leur donne? C'est surtout ça. Alors, ça me fait quand même penser à cette fameuse méthode Montessori qui est très à la mode dans certaines écoles privées où on apprend aux enfants à formuler, comme Mélanie l'a dit, des messages clairs. On travaille beaucoup sur les émotions. Mais n'y a-t-il pas aussi une pédagogie à faire avec les parents? Mais qui peut faire ça aujourd'hui dans l'état de la société actuelle? Alors, je pense que la méthode Montessori et toutes les autres méthodes éducatives, il y a énormément de modes, de tendances et de vagues. Moi, je crois qu'il appartient à chaque parent, selon son degré de conscience, et son instinct aussi, ce qui résonne pour lui, ce qui lui plaît, de faire son canevas. Parce que finalement, une relation entre un parent et un enfant, c'est une relation entre deux êtres humains. Ce qui s'applique à mon enfant et moi ne va pas s'appliquer à tes enfants et toi. Donc effectivement, il y a la méthode Montessori, il y a l'éducation positive, comme on a parlé Minaline et qu'il a très bien expliqué. Ce sont des outils. Et il est important aujourd'hui qu'il y ait un accompagnement de la parentalité. Parce que comme j'ai dit précédemment, tous les accouchements ne mènent pas à une maternité. Être parent, aussi difficile que ça puisse être à entendre, ça s'apprend. Ça peut s'apprendre. Et on est des fois honteux parce que moi, quand je me suis retrouvée enceinte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher des livres parce que je me demandais comment j'allais faire, comment il faut. Et c'est un travail qui est quotidien et se demander au quotidien qu'est-ce que je veux apporter à mon enfant, comment je veux l'accompagner, comment je veux construire notre relation. Parce que finalement, on se rend compte. Et là, c'est qu'un lien, ne serait-ce que mère-enfant mal construit, débouche sur certaines choses qui se cristallisent sur toute la société. Donc, il est important d'accompagner les parents et ça, la CAF le fait. La CAF soutient les initiatives pour accompagner la parentalité. Je trouve qu'on gagnerait finalement, parce que j'entends beaucoup parler de politique de la jeunesse. Mais avant ces jeunes-là,
avant qu'ils arrivent dans le désarroi dans lequel ils se trouvent, il y a des signaux d'alerte qui sont lancés par les professionnels dès l'école maternelle, où quelquefois des bilans sont proposés, des bilans de santé, où des professionnels de santé, infirmiers ou puéricultrices ou médecins, tirent la sonnette d'alarme sur certaines choses. Mais voilà, en Guadeloupe, le CAMS, les places, donc c'est le centre d'accueil médico-psychologique. Donc c'est une structure qui accueille les tout petits de 0 à 6 ans, qui présentent des troubles neurodéveloppementaux, du langage ou autres, ou comportementaux. Les CAMS sont pris d'assaut, il n'y a pas suffisamment de places. Dans les CAMS. Les orthophonistes, eh ben, c'est comme un restaurant VIP. Il faut avoir il y a pratiquement entre de longues listes d'attente. Et de longues listes d'attente entre 6 mois et 1 an. Donc c'est aussi ça, cette violence institutionnelle. C'est donner les moyens de pouvoir accompagner correctement en fait les familles. Puisque toutes les familles n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes moyens financiers pour pouvoir accompagner leurs enfants. Du coup, il y a des choses, il faut soutenir ces initiatives. Il faut, non pas il faut, j'ai horreur de dire il faut, mais je me rends compte que je le dis, il est important de construire une politique territoriale de la petite enfance. C'est mettre les moyens pour les petits enfants guadeloupéens qu'il ne faut pas oublier, ne partent pas forcément avec les mêmes cartes que les autres enfants. Parce que le chlordécone, et là ça n'engage que moi. Le chlordécone, c'est une réalité, mais le chlordécone, l'exposition au chlordécone, que ce soit pour le fœtus ou pour le jeune enfant, induit des troubles du comportement, peut induire des troubles cognitifs, peut induire des troubles de l'apprentissage. Donc, sachant que nous sommes confrontés à ces problématiques, il est important de mettre en place les choses en amont pour pouvoir accompagner les petits Guadeloupéens dont les parents n'ont pas les moyens financiers, pas forcément les moyens financiers, pas forcément les moyens intellectuels ou sociaux pour pouvoir accompagner leurs enfants. C'est comme ça que se construit l'égalité, c'est comme ça que se construit l'équité. C'est un vrai cri d'alarme que vous lancez aujourd'hui, Christina Filitas, parce que on se rend compte qu'au final, il faut aller par-delà le saupoudrage auquel on est habitué dans les institutions. Par-delà le saupoudrage et être conscient des réalités. En fait, on axe souvent les choses sur les mêmes problématiques. Mais finalement, la base des êtres humains que nous sommes, qui est-elle? La racine, le terreau, c'est quoi? Ce ne sont pas les petits-enfants? L'enfant, c'est le père de l'homme. Donc si on ne traite pas le problème à la racine, si on ne prend pas soin de ces petits Guadeloupéens qui arrivent, la petite génération qui est derrière, comment voulez-vous qu'on crée, qu'on ait une jeunesse qui soit viable finalement? Et je ne stigmatise personne en fait, puisque je pense aussi que l'environnement, quand on ne peut pas changer son environnement, on change soi. Je ne considère aucunement, je ne vis pas dans le fatalisme en me disant que parce que j'ai grandi là, je ne vais pas pouvoir y arriver. Au contraire, ça doit être un pont. Ça doit être une petite pierre qui me permet de construire le pont vers la route, vers le chemin vers lequel je veux aller. Et c'est cette foi, en fait, au-delà des dogmes religieux qu'on doit inculquer à nos enfants. Croire en soi. Oui, c'est exactement avoir ce que une Mélanie vision. disait. Tout à fait. Alors, il y a autre chose que Mélanie disait de très important aussi dans ce contexte économique avec le chômage endémique que l'on connaît, où elle nous disait que la confiance en soi peut fabriquer des entrepreneurs de demain. Parce qu'on est dans un contexte guadeloupéen où on nous a inculqué que quand on a réussi, c'est qu'on travaille à la mairie ou dans une collectivité et qu'il ne faut surtout pas prendre de risques. Alors, justement, est-ce que un changement de mentalité à ce niveau n'est-il pas aussi important quand on sait que les jeunes Guadeloupéens sont 5 fois plus déclassés en Guadeloupe qu'en France hexagonale et que la situation budgétaire des collectivités ne permet pas de donner du travail à tout le monde? Oui, effectivement, c'est un leurre de penser que travailler dans une collectivité, c'est la panacée, c'est avoir réussir sa vie. Moi, je ne considère pas que réussir sa vie, c'est un bien grand mot, c'est un mot bien vaste. Et je pense que au-delà de réussir sa vie, je crois que c'est plutôt être épanoui dans son existence, aussi bien qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Alors oui, travailler dans une collectivité, ça peut rendre quelqu'un heureux. Comme moi, ça peut me rendre heureuse d'être à mon compte. Je pense que c'est en fonction de chacun. N'est pas entrepreneur qu'il veut. Je suis désolée, il y a une question de caractère, il n'y a pas de format. Oui, il faudrait qu'on forme aussi les entrepreneurs parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Mais je pense qu'aussi il y a une bonne dose de personnalité, il y a une bonne dose de caractère. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais ça peut être une solution de créer l'activité et l'activité professionnelle qui nous correspond et qui nous rend épanouis. C'est important, une activité professionnelle qui nous rend épanouis. Mais bien sûr, le travail, c'est l'endroit où on passe 8 heures de son temps.
Alors, tout le monde n'a pas cette conscience-là, mais un collaborateur, un salarié qui n'est pas épanoui dans ce qu'il fait, vous pensez franchement que c'est quelqu'un qui va faire progresser votre entreprise ? Si la personne, elle n'est pas heureuse, moi je pars du principe on peut donner que ce qu'on a. Donc, si moi je viens là parce que je fais du présentéisme contemplatif, parce qu'il faut venir travailler et que j'ai pas conscience, je fais pas mon travail avec amour, quelle valeur ajoutée j'ai pour mon employeur? Et au-delà, en fait, des compétences et des diplômes, il faut arrêter avec cette histoire de diplôme. Hein. Moi, avant d'être infirmière, je suis diplômée en commerce, je suis diplômée d'une école, j'ai un master d'une école de commerce espagnole qui a coûté à mes parents le prix d'une petite voiture. Ouais. Mais ça ne m'a pas empêché de connaître le chômage. Le diplôme, oui, parce que c'est quelque chose de vraiment français. Mais au-delà du diplôme, il faut des compétences, il faut des qualités humaines, en fait. Ouais. Et ça, c'est tout ce que l'apprentissage américain, protestant, a peut-être de plus que nous, le côté très pragmatique de la chose, s'adapter. Christina Filetas, on aurait encore beaucoup à dire, oui. Peut-être une autre émission, mais avant de conclure, je vois que vous êtes venue avec des livres. Alors, oui. C'est des lectures que vous nous conseillez? De quoi s'agit-il exactement? Alors, en tant que professionnelle, donc je travaille avec des enfants. Donc, au-delà de mon diplôme, moi, je trouve qu'il est important de connaître le petit public auquel on s'adresse. Et pour être en mesure d'éduquer un enfant, il faut savoir comment ça fonctionne finalement un tout petit. Donc on se rend bien compte qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits au niveau des neurosciences pour pouvoir permettre de mieux comprendre et mieux appréhender le fonctionnement de l'enfant. Donc oui, les enfants, on peut apprendre à les découvrir. Je pense qu'il est important parce que les jeunes parents, on leur donne toujours des conseils, mais il faut les informer. Alors, quelques titres que vous nous conseillez, celui-ci déjà? De Dr Catherine Guéguen, donc, qui a fait beaucoup de travaux sur les neurosciences. Donc c'est pour une enfance heureuse. On permet de comprendre en fait le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Et j'aime beaucoup celui-ci. Donc, vous pouvez le montrer à la caméra. Oui. Donc c'est au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Filiosa. Très bien, parfait. Voilà. En tout cas, Christina Filetas, merci. Vous auriez encore beaucoup à dire. Et puis nous conseillerons aussi un livre d'une sociologue de chez nous, docteur en histoire contemporaine, Marie-Hélène Lomuno, Semeur de sperme, l'autre crime, le cas de la Guadeloupe. Difficile de dire papa. Donc on a des éléments universitaires sur lesquels on peut travailler pour adapter véritablement tout ce qu'on trouve dans les livres occidentaux et pourquoi pas partir sur un véritable projet, un plan de la parentalité. Donc la pierre est lancée et Christina, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Apumémise, le groupe Facebook, et on vous invitera très certainement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous remercie Christina et nous nous retrouvons tout à l'heure après la pause publicitaire. Bienvenue dans cette seconde partie des experts au féminin et comme à chaque fois, nous accueillons Amanda. Bonsoir Amanda, de quoi allons-nous discuter avec vous aujourd'hui? Bonsoir, alors nous allons parler de Millie's Hairstyle. Ah, très bien. Alors, ça va parler de cheveux, très certainement. Ça nous concerne. Et de votre côté, Maëlle? De mon côté, nous parlerons de la digitalisation et des enjeux de ceux-ci pour les TPE en Guadeloupe. Alors, on est en plein dedans avec le contexte qu'on connaît. Et Joël, vous nous emmenez où aujourd'hui? Alors, on parlera gastronomie aujourd'hui avec les chefs créoles qui se taillent une place dans la haute gastronomie française. Très intéressant. Alors, avec Cindy Bajazé, nous avons lancé un appel à nos téléspectateurs, à nos followers sur Internet, en leur demandant de nous poser leurs questions par rapport au contexte sur les relations employés-employeurs. Et nous avons quelques questions qui sont revenues assez souvent. Nous les avons synthétisées et nous allons les poser à Cindy Bajazé qui vous donnera les réponses aujourd'hui. Alors, Cindy Bajazé, la première question qui nous revient souvent, c'est, je cite, « Je n'ai pas pu me rendre sur mon lieu de travail à cause des barrages et je ne suis pas gréviste. Mon salaire me sera-t-il versé ?» Alors là, c'est la question qui a été le plus posée. Il faut savoir en fait que le blocage des routes s'apparenterait à ce qu'on appelle un cas de force majeure. Pour donner la définition du cas de force majeure en droit, un cas de force majeure est défini comme un événement exceptionnel
imprévisible, irréversible, justifiant de s'exonérer d'une obligation, d'un engagement ou d'une responsabilité. Ce qui veut dire effectivement que si le salarié ne se rend pas sur son lieu de travail, ce n'est pas de son fait, donc il ne pourra pas être sanctionné par son employeur. Cependant, il perdra sa journée de travail et l'employeur ne sera pas obligé de le rémunérer. D'accord ? Ensuite, par rapport à ça, il y a aussi des alternatives parce que beaucoup de personnes sont étonnées, mais il y a effectivement des alternatives. L'employeur peut par exemple proposer aux salariés le télétravail quand cela est possible. Donc si le salarié ne peut pas se rendre sur son lieu de travail mais qu'il y a les conditions requises pour pouvoir justement télétravailler, il est possible pour lui en fait de lui proposer cette situation plutôt que de prendre sur son salaire. Il peut également lui proposer la retenue de l'absence sur les congés payés ou sur les RTT s'il en a droit. Voilà. Et là, on a aussi cette même question qui nous est posée par les intérimaires. Là aussi, c'est revenu très souvent. On nous disait, je suis intérimaire, je n'ai pas pu aller travailler. Quand je ne travaille pas, je ne touche pas d'argent. Comment ça se passe aussi pour les intérimaires? C'est la même chose en fait. Le principe est le même, sauf qu'on est dans un autre cadre. Le contrat, en fait, on n'est plus sur un CDI ou un CDD. On est sur un contrat d'intérim. Où la relation, en fait, c'est une relation tripartite, c'est-à-dire qu'il y a un intérimaire, il y a une entreprise d'intérim et il y a une société justement à qui on propose l'emploi. L'intérimaire travaille pour cette société qui est mise à disposition par l'entreprise. Mais le principe est le même, donc la société d'intérim qui, elle, devra rémunérer ce salarié ne sera pas obligée de le faire parce que ce salarié ne s'est pas rendu sur le lieu de travail de la société à qui on propose le service et du coup, cette personne ne sera pas payée et elle pourra, comme tout à l'heure, voir dans quelles conditions il peut y avoir des arrangements. Très bien. Alors, autre question qui est souvent revenue, c'est comment prouver à mon patron que j'ai effectivement été bloqué par des barrages? Alors, conformément au texte, en fait, généralement, quand un salarié est absent, il doit en fait le justifier. Par rapport au barrage, il lui reviendra tout simplement de faire la photo des barrages du blocage routier ou éventuellement de relayer l'information des médias à son employeur, puisque généralement, quand il y a des barrages comme ça, l'information se fait sur les réseaux, en télé, en radio, prendre une capture d'écran de ce qu'on voit en télé ou même sur Internet et de relayer l'information. Donc il s'agira pour lui de le faire dans un délai quand même raisonnable, de ne pas se dire que l'employeur est censé écouter les informations, qu'il puisse contacter ne serait-ce que par téléphone ou par mail cet employeur et justifier justement du fait qu'il ne peut pas passer par rapport au barrage routier. Effectivement, on a vu des cartographies des barrages pulluler un peu partout et les informations sont aussi vérifiées par les journalistes. La quatrième question qui revient également souvent, quelles solutions financières existent pour m'aider à verser leur salaire à mes employés malgré l'absence d'activité et de chiffres? Alors, par rapport à ça, en fait, il s'agira de se référer à l'activité partielle en fonction des dégâts commis au sein de la structure ou pas. Donc, cette personne, en fait, devra voir dans quelles conditions elle peut mettre en place l'activité partielle et les salariés seront payés à hauteur d'un certain montant, conformément justement au fait où ils ne pourront pas prétendre à une activité totale, en fait, puisqu'ils seront chez eux et ils ne pourront pas se rendre sur le lieu de travail. Donc, la mise en place de l'activité partielle peut être une solution. Très bien. Dernière question qui également est récurrente du point de vue des patrons. Les assurances vont-elles rembourser les dommages subis par mon magasin durant les émeutes en charge des manifestations? Tout dépendra du contrat. Pas mal de personnes sont étonnées, mais tout dépendra du contrat. Donc cette entreprise devra tout simplement contacter sa compagnie d'assurance et vérifier avec elle quelles ont été les garanties pour lesquelles elle a opté. Et en fonction, la compagnie d'assurance sera en mesure de lui indiquer si elle peut être indemnisée ou pas et à quelles conditions elle peut être indemnisée. Donc on rappelle aux chefs d'entreprise qu'il faut faire bien attention aux tout petits caractères qui sont inscrits. Exactement, lire convenablement son contrat, ne pas avoir peur de poser des questions à sa compagnie d'assurance et si on ne comprend pas quelque chose, de se faire expliquer justement
justement les choses qu'on ne comprend pas. C'est très très important. Très souvent, on veut toujours signer tout de suite quelque chose, mais il peut s'avérer justement que certains dommages causés peuvent ne pas entrer justement dans le contrat d'assurance qu'on aurait signé. De les mauvaises surprises parfois de certains propriétaires de magasins qui tout à fait. On l'a vu pendant la Covid-19, pas mal de personnes ont intenté un procès à leur compagnie d'assurance parce qu'elles n'étaient pas indemnisées à la hauteur de leurs attentes. Très bien. Merci Cindy Bajazé. On a reçu beaucoup de questions. Mais beaucoup de questions. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que le traitement en fait, des questions a été opéré conformément au texte, à la législation et au droit. Mais moi, je conseille à toutes les personnes qui souhaitent justement se faire accompagner de prendre la tâche d'un avocat spécialisé en droit du travail. Pour ça, elles peuvent également contacter l'ordre des avocats de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, qui sera à même de leur communiquer les coordonnées d'un avocat spécialisé en la matière. Très important. Très bien. Merci beaucoup Cindy Bajazé pour ces informations très importantes dans ce contexte. Et je me retourne vers Maëlle Félix-Henry, avec qui on va discuter de digitalisation, de gestion administrative des entreprises. Du coup, on est en plein dedans. Exactement, puisque effectivement, en ce moment, nous sommes face à certaines fermetures physiques d'entreprises. Et face à cela, il y a des solutions. Vous pouvez, vous, porteurs de projets, chefs d'entreprise, vous tourner vers la digitalisation de vos services. Et pour ce faire, justement, j'ai tenu à faire parler une experte qui est autre que Florence Dorsil, avec lesquelles nous allons aborder certains points qui permettront justement aux chefs d'entreprise de rapidement mettre en place des solutions pratiques sur la digitalisation. Très bien. Nous avons en ligne Florence Dorsil qui est en duplex avec nous. On rappelle que Florence Dorsil est fondatrice de Tandem Office. Bonjour Florence Dorsil. Bonjour Axel. Nous sommes sur la chronique de Maëlle, à qui je vais laisser les rênes de cette interview. Super, merci. Alors, Florence Dorsil, merci d'avoir accepté d'être invitée sur cette chronique où nous allons parler justement de la digitalisation des entreprises, notamment celles en Guadeloupe. Première question, quel constat faites-vous actuellement sur l'état des lieux en fait des PME en termes de digitalisation en Guadeloupe? Le constat que je fais, c'est qu'on a eu un gros tournant avec la crise Covid, justement, qui a poussé énormément d'entreprises à se digitaliser, notamment, à trouver des solutions très rapidement. Et je pense qu'il y a encore un long chemin à faire, un long chemin de sensibilisation et d'éducation, notamment des entreprises et des PME, de ces solutions digitales. Le fait que les chefs d'entreprise sont souvent concentrés sur leur cœur de métier, et ça c'est tout à fait normal. Donc du coup, il est amène de pouvoir trouver une pédagogie nécessaire pour qu'ils puissent comprendre justement les enjeux, mais également de pouvoir leur proposer des outils adéquats pour que rapidement ils puissent les mettre en place au sein de leur entreprise. Donc en effet, en préparant cette chronique avec vous, nous sommes partis sur 3 domaines d'activité. Donc, je vous propose justement de partir sous cela dès maintenant. Donc, en termes de solutions de paiement, notamment, qu'est-ce qu'un porteur de projet, un chef d'entreprise peut mettre en place pour pouvoir continuer à avoir une trésorerie favorable, même en temps de fermeture d'activité en physique? C'est vrai que beaucoup des entrepreneurs ont tout de suite été confrontés à la problématique des paiements. Alors avec des solutions très simples, il est possible aujourd'hui d'envoyer même un lien par email ou par WhatsApp à ses clients pour leur permettre de payer. Donc à savoir notamment des solutions de paiement comme Stripe, où on peut envoyer des liens très rapidement. Il y a également la solution qui s'appelle Molly. Molly, c'est une solution qui est tout aussi simple et qui permet de permettre les paiements récurrents et les paiements uniques en fait. On a également une solution qui s'appelle Go Cardless qui permet de prélever pour les personnes qui ont des abonnements ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ces solutions-là sont des choses qu'on peut mettre en place très rapidement au sein d'une entreprise et qui ne nécessitent pas forcément d'accompagnement, voire même de formation.
On dit sur Stripe parce qu'en effet, c'est l'une des premières solutions dont vous nous parlez. Stripe qui a été officiellement disponible en Guadeloupe il n'y a pas si longtemps que cela, grâce justement au lobbying quelque part de Guadeloupe Tech, dont on remercie. D'ailleurs, vous avez des activités en leur sein. Donc, en ce qui concerne la comptabilité notamment, je sais que vous avez également des solutions à nous proposer. Quelles peuvent-elles celles-ci, si on peut en avoir deux? Et puis, pour le reste, bien entendu, les téléspectateurs pourront les retrouver aussi sur votre guide pratique, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, en termes de comptabilité notamment, qu'est-ce qu'une entreprise peut mettre en place pour poursuivre son activité en digital? C'est vrai que la comptabilité, c'est ce qui stresse la plupart des chefs d'entreprise, on va dire. C'est un gros poste de dépense, notamment lorsqu'il s'agit d'externaliser. Mais c'est vrai que via des process très simples avec des solutions qui permettent de faire de la pré-comptabilité, à savoir Indy par exemple, ou iPaySat, ce sont des solutions qui permettent aux chefs d'entreprise de eux-mêmes classer leurs documents, faire leur pré-comptabilité, on va dire. Évidemment, l'accompagnement d'un expert comptable sera toujours nécessaire, mais effectivement, faire en amont le travail qui permettra aux entreprises, tant aux entreprises qu'aux comptables, de gagner du temps sur cet aspect-là. Donc c'est vrai que... Oui, allez-y. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez stressant pour les chefs d'entreprise et beaucoup ignorent que c'est quelque chose qu'ils peuvent gérer en amont et même en totale autonomie. Et d'autant plus que ce sont des solutions qui sont très souvent intuitives et dont il ne faut pas avoir peur du tout d'utiliser, puisqu'effectivement, nous le savons, le temps, c'est de l'argent également pour un entrepreneur et il est vraiment indispensable de se tourner vers ces solutions pratiques. Mais donc, on a parlé de tout ce qui nous permettait de gérer sa comptabilité. Maintenant, nous avons un troisième pôle sur lequel nous sommes partis, un pôle qui est vraiment d'actualité, je trouve, et qui colle avec les besoins des entrepreneurs, qui est le Click and Collect. Et nous allons partir sur 3 solutions. Quelles sont-elles? Alors, c'est vrai que par rapport au Click and Collect, beaucoup de personnes se sont retrouvées, là on est en quelque sorte semi-confiné, on va dire. Les possibilités de vendre sont diverses, alors à savoir que vous pouvez également partir très simplement sur WhatsApp Business, qui vous permet de présenter vos produits et de proposer à vos clients de venir les récupérer et de collecter des paiements. Donc, SumUp aussi vous permet de faire une petite boutique en ligne très rapidement. Et la solution de mon ami Jordan Succar au Wasabi, donc, qui permet également de créer une boutique et d'avoir sa boutique en ligne très, très rapidement. Donc, c'est vrai que c'est 3 solutions. Donc, ça montre bien qu'il y a vraiment tout un panel de possibilités face justement aux fermetures administratives. Aujourd'hui, vous proposez ces solutions, entre autres, grâce à un e-book que vous avez développé au niveau de Tandem Office. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement? Alors, l'année dernière, j'avais écrit un premier e-book qui s'appelait « 10 outils pour gagner du temps au bureau ». Et il a été pas mal téléchargé, il a suscité pas mal d'intérêt. L'idée au départ était vraiment de faire comprendre aux personnes mon activité et ce que je pouvais leur apporter en termes de solutions. Et c'est vrai que cette année, je me suis dit qu'on a beaucoup parlé de Covid, on a beaucoup parlé d'automatisation et que c'était quelque chose qui était abstrait pour beaucoup de personnes. Et l'idée était, avec ce e-book, de vulgariser un peu le terme d'automatisation et d'expliquer aux gens comment il était possible d'automatiser concrètement et avec des outils très très simples. Donc dans ce e-book, je parle de 12 solutions qui permettent d'automatiser une partie de la gestion administrative. Voilà. Alors pour finir, je pense qu'il est quand même d'usage de vous demander comment on peut se procurer cet e-book. Alors, il est totalement gratuit. Vous pouvez le télécharger sur le site de Tandem Office, donc tandemoffice.fr. Et vous pouvez le télécharger librement dans l'onglet 12 outils pour automatiser sa gestion administrative.
Dorcile, merci. Vous nous avez apporté beaucoup de solutions pratiques et concrètes que les entrepreneurs peuvent dès aujourd'hui mettre en place. On n'oublie pas de mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité face à ces fermetures en physique, mais qu'il y a des solutions justement pour pouvoir s'adapter aux réalités que connaît notre territoire et au-delà de quoi le territoire national en plus grande ampleur. Et il est vraiment important que les TPE puissent se tourner vers la digitalisation de leurs services. Je n'aurais pas dit mieux, Maëlle. Beaucoup sur ce point-là. Effectivement, pour moi, mieux on est équipé en solutions digitales, moins c'est une fatalité de se retrouver confiné, fermé temporairement, voire même 100% digitaliser son commerce. Pourquoi pas? Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Merci Florence Dorcile. Merci Maëlle, une chronique vraiment édifiante. Alors j'ai envie de me retourner vers Cindy Bajazet. Vous êtes effectivement assistante juridique, formaliste, indépendante. Comment la digitalisation impacte-t-elle vos activités ? En fait, à la base, le cabinet a été créé pour proposer les services de façon dématérialisée. Comme l'a dit Maëlle et Florence, je me suis reconnue un peu dans certains outils. Par exemple, j'ai la possibilité d'envoyer un lien de paiement à mes clients pour qu'ils puissent honorer le paiement rapidement. C'est plus rapide qu'un virement. Je leur propose également un espace où ils peuvent se référer à cet espace pour pouvoir visualiser un peu les pièces de leur dossier. Je permets également de faire pas mal de choses, mais même en termes de comptabilité, avec mon expert comptable, on a une plateforme aussi où je lui communique pas mal de documents. Donc c'est la digitalisation vraiment ancrée. J'estime en fait qu'aujourd'hui, même si on n'a pas envie de digitaliser, il faut aller avec l'air de son temps et il faut faire au mieux. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on a tout type de clients. Il y a des clients qui sont jeunes, il y a des clients qui sont moins jeunes. Et puis on est aussi dans une île où on aime l'accessibilité. C'est aussi important, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut aller avec son temps. Donc en tout cas, j'estime que mon cabinet est digitalisé à 95%. Très bien, ça m'emmène à une question pour Maëlle Félix-Henry. Alors justement, cette digitalisation, c'est une grosse conduite du changement et donc ça veut dire que ce sont des nouvelles compétences à acquérir. Vous qui êtes experte en formation, que préconisez-vous, que ce soit aux porteurs de projets ou aux chefs d'entreprise et leurs collaborateurs? Alors déjà, de tester les outils, parce qu'il est important de pouvoir se familiariser à ceci. Très souvent, on dit qu'on ne sera pas capable de mener à bien les tâches que propose, les fonctionnalités que propose chacun des outils, sans même avoir testé. Très souvent, il y a pas mal d'applications qui sont relativement intuitives, donc c'est possible. Et au-delà de quoi, quand vous n'y arrivez pas, vous faites accompagner. Florence Dorcile fait partie justement des experts qui proposent cette solution d'accompagnement et de formation, et c'est un gain de temps réellement dans l'activité et surtout dans la pérennité des entreprises. Très bien, merci Maëlle pour ce côté très pratique. Je regarde maintenant Joël Badralou, avec qui nous allons discuter avec le chef Jean-Rony Le Riche. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un que l'on connaît et que l'on apprécie beaucoup, et vous allez nous parler avec le chef Le Riche de la percée des chefs créoles dans la haute gastronomie française. Dites-nous en plus, Joël. Oui, tout à fait. Ces dernières années, quelques chefs ultramarins ont réussi à se faire une place au soleil dans la haute gastronomie française. Je pense à Kelly Rangama, qui a une étoile au guide Michelin. Je pense qui est réunionnaise. Je pense au chef Marcel Ravin, martiniquais, qui rayonne à Monaco. Et le chef Jean-Rony Le Riche se prépare à ouvrir son restaurant à Paris. Et lui aussi, il vise l'étoile. Donc je voulais qu'on en discute avec lui. Très bien. On rappelle d'ailleurs qu'il a été distingué par le très prestigieux Golemio. Exactement. Il a reçu le prix Talent 2021 il y a quelques semaines. Et son livre de cuisine, Ma cuisine antillaise, a été multiprimé également. Tout à fait. Alors nous sommes en duplex avec le chef Jean-Rony Le Riche. Chef, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je sais que Joël a pas mal de questions pour vous. Oui, alors déjà merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Rony Le Riche. Merci, je suis super content. Chaque des experts là, il est meilleur en plus, donc c'est super.
Alors, je sais que ce n'est pas une science exacte, mais selon vous, quels sont les critères qui aident à décrocher une étoile au guide Michelin? Alors, les critères, il y en a pas mal, hein. C'est déjà d'avoir une très bonne cuisine. Et après, il faut que la salle suive. Et en fait, en gros, il faut créer un univers, en fait. C'est un univers, pas juste que les gens ils viennent manger, mais qu'ils viennent passer un moment de bien-être. Ben justement, quelle identité souhaitez-vous donner à la table que vous souhaitez ouvrir à Paris? Donc, le Riche de Saveurs existait déjà à Toulouse. Vous avez fermé le restaurant à Toulouse pour vous consacrer donc cette nouvelle table parisienne. Qu'est-ce que vous allez partager avec vos clients là-bas? Ben, je partage justement, je vais les faire découvrir les Antilles, en fait, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti. Donc, je veux être vraiment à 400% authentique et rester moi-même. Donc, une cuisine antillaise, typiquement. Donc, après, avec des dressages, des techniques françaises, mais vraiment rester sur ma cuisine, en fait, mes racines. Vous parliez d'univers, je suis certaine que ça vous aidera, je pense, à conquérir cette fameuse étoile. Je vous le souhaite en tout cas. Oui, dans un contexte un peu particulier, depuis 2 années, les restaurateurs vivent des choses difficiles avec la crise sanitaire. En Guadeloupe, il y a une grève générale en ce moment. Je sais que vous avez occupé le terrain durant tout ce temps, sur les réseaux sociaux notamment, pour garder le lien avec vos clients. Quels conseils vous donneriez aux chefs qui ont envie de tout lâcher dans ce moment un peu particulier? Ben, il faut tenir, il faut surtout tenir parce qu'en fait, il faut se réinventer en fait. Par exemple, moi, j'ai vu que c'était un peu compliqué de faire la gastronomie et tout ça. Donc, du coup, moi, je suis tourné vers la vente emportée. Il y a pas mal de chefs, dont Michel Saran, Anne Vipic, qui se réinventent aussi. Donc, il faut évoluer en fait. Donc, avec le temps, avec les contraintes qu'on a, donc, faire la vente emportée, des choses un peu plus simples, des choses un peu plus. Et pour continuer à faire tourner notre business en fait et s'amuser avec ça en fait avec les types et s'amuser avec ça en fait. C'est une donnée essentielle ça, toujours prendre du plaisir pour pouvoir en procurer. Une dernière question avant de se quitter. Je sais que beaucoup de jeunes vous suivent sur les réseaux sociaux parce que je le disais, vous êtes très actifs sur Instagram notamment. Quels conseils vous donneriez aux jeunes qui se projettent dans ce métier et qui ont envie de faire rayonner la gastronomie créole ici ou ailleurs? Alors, le premier conseil, c'est vraiment le plus important, c'est de se former. C'est vraiment la clé en fait, parce que tout le monde a un don pour cuisiner. C'est très facile en fait de cuisiner à la maison, mais il faut vraiment se former, aller à l'école, se former et pour apprendre les techniques, parce que c'est comme ça qu'on peut justement évoluer, qu'on peut changer. Et qu'on peut s'amuser en fait vraiment. Donc jugement en cuisine, je sais qu'ils s'amusent, c'est parce qu'ils ont une formation. Donc formez-vous, prenez le temps, ne brûlez pas les étapes et puis tout ira après. Vous allez vous amuser réellement. C'est un excellent conseil. Merci infiniment, chef Le Riche, pour ce moment en notre compagnie. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Et à bientôt à Paris. Alors, c'est vrai, je suis vraiment contente, Joël, que vous nous ayez fait discuter avec le chef Le Riche. Je me souviens lorsque je l'ai interviewé pour la première fois en 2015, je crois. C'était ça. Il commençait à monter et il nous expliquait son parcours atypique. C'est un jeune qui est fan de basket, qui a eu un parcours universitaire dans la chimie également. Et on se disait tout à l'heure en coulisses qu'il est vraiment inspirant parce que quand il vient en Guadeloupe, il va aussi en prison pour pouvoir discuter avec les jeunes et ça c'est important d'avoir des modèles comme ça. Tout à fait. Non seulement il a beaucoup de talent dans les assiettes, il a une vraie créativité, c'est vraiment un chef vraiment talentueux, mais c'est une personne aussi intéressante parce que comme vous le disiez, quand il vient en Guadeloupe régulièrement, il passe par la prison, anime des ateliers avec les jeunes incarcérés parce qu'il sait d'où il vient en fait. Ouais. Il a grandi à Bémao, dans des conditions très modestes. Et le basket, sa passion, lui a permis de ne pas tomber du mauvais côté de la barrière. Et il a gardé cela en mémoire et il avance aujourd'hui, même si aujourd'hui il côtoie des stars, comme on dit, des artistes, Admiralty, Kalash, etc. Il n'oublie pas d'où il vient.
Et quand il revient, il tient à transmettre aux jeunes générations pour pouvoir leur inspirer des choses positives pour qu'ils puissent eux aussi progresser. Ça, c'est un beau modèle et on a besoin de modèles comme ça, mesdames. Alors la petite question que j'ai envie de vous poser et que m'a suscité cette chronique de Joël, parmi tous ces chefs de cette nouvelle vague, les chefs créoles qui percent au niveau de la haute gastronomie, quels sont vos préférés, Maëlle ? Alors, j'ai une spécialité, c'est que je suis végane, donc je soutiens beaucoup les initiatives de Thierry Jean-Louis. Ah, très bien. Et Thierry Jean-Louis, il fait quoi pour ceux qui le connaissent? Alors justement, c'est un chef vegan qui est beaucoup sur Instagram et qui propose justement des recettes qui sont aussi faits avec nos mets créoles, ce que nous possédons dans nos jardins, et donc qui permet justement d'avoir accès à des recettes, de pouvoir les faire soi-même et de pouvoir s'amuser gustativement. Tout un programme. Cindy Bajazé, alors votre chef créole qui rayonne, que vous préférez, ce serait lequel? Particulièrement du Vrac. Sa personnalité, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre dans un de ces restaurants ou de goûter à ses mets, mais j'apprécie la personnalité, la personne, et puis il met en lumière en fait la gastronomie créole, il met en lumière les plats traditionnels de la Guadeloupe, et je trouve que c'est une très belle personne, donc ouais, je suis fan. Ah oui, on rappelle qu'il a gagné le prix de la meilleure cuisine de région sur François avec un migan de fouille à pain revisité, ça c'était vraiment excellent. Et vous, Amanda, parmi tous ces chefs, lequel est votre préféré? Ah ben écoutez, c'est un chef à la maison et c'est mon père. Chef papa. Voilà, chef papa, qui cuisine pour nous tous les dimanches et on est toujours ravis d'être à table avec la famille. Je confirme. En tout cas, parmi tous ces chefs, justement, en dehors du chef papa, bien évidemment, il y a Arnaud Bloquel, alors qui est à Saint-François, qui est vraiment excellent, vraiment. Et toujours à Saint-François, lui, c'est mon bonus gros coup de cœur, c'est le chef Colmar, Rudy Colmar, qui d'ailleurs, le chef Le Riche parlait d'adaptation, il s'est adapté justement, et là, il propose des burgers faits maison à la marina de Saint-François, et vraiment, je tiens vraiment à lui donner un big up, parce que c'est un chef qui communique de façon très originale sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il a un humour décapant, et le côté Marie-Galantine n'est jamais très loin. Oui, Joël. Vous avez fait un tour de table, mais j'aimerais quand même rajouter mes coups de cœur en plus oui, des chefs. Bien sûr. Il y en a tellement. Il y a le chef Xavier Pistole, que j'aime énormément à Paris. J'aime vraiment sa cuisine. Et on parlait d'étoiles. Je pense que dans quelques années, on entendra parler de lui. C'est pas dès l'an prochain, à guetter. Et une petite exclue, mon chef chouchou, le chef Claude Strazel, que j'adore et qui sera de retour très bientôt avec de très belles surprises. On attend ça. D'ailleurs, il est le parrain de Foodie Le Mag auquel vous contribuez avec Mylène Colmar et Jessica Brudé. Exactement. Donc il va rouvrir la table de Léna très bientôt et d'autres surprises. Très bien. En attendant cette surprise, je me tourne vers Amanda. Amanda, vous allez nous parler de cheveux naturels aujourd'hui et on reçoit, je crois, Émilie Julisson que vous avez repérée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans la démarche d'Émilie Julisson? Alors, j'aime beaucoup son côté authentique. Elle partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle est naturelle et on l'aime beaucoup pour ça. Alors justement, elle lance la Millie's Hair Academy. Nous l'avons en duplex. Bonjour Émilie Julisson. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau des experts au féminin et je sais qu'Amanda a quelques questions à vous poser concernant votre démarche et cette Millie's Hair Academy. Bonsoir. Vous nous entendez? Bonsoir. Alors, j'ai quelques petites questions pour vous. Je sais que vous êtes beaucoup dans les cheveux afro. Alors, je voulais savoir comment la perception et l'appréciation des cheveux afro ont évolué. Dites-nous selon vous. Alors, selon moi, en tout cas aujourd'hui, les femmes, alors je ne vais pas dire les femmes seulement, les femmes et les hommes en tout cas, noirs acceptent mieux leurs cheveux, la nature de leurs cheveux. Donc, ça se traduit aujourd'hui par tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que beaucoup de marques aujourd'hui investissent dans le cheveu afro. La femme noire, en général, elle prend déjà soin d'elle. Et là, c'est un marché qui évolue, qui flambe, je pourrais dire.
Et de mon côté, j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de questions et je suis contente de voir, en tout cas dans la rue, que les femmes portent leurs cheveux afro sans souci, sans inquiétude et qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'informations pour les aider dans l'entretien au quotidien. En termes de business, est-ce que c'est une niche intéressante? Alors oui, je ne vais pas mentir, c'est une niche intéressante. Mais la beauté en général et la femme noire et la beauté, c'est un gros budget, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est aussi une niche qui demande de la passion. On ne peut pas arriver et juste se dire, bon, ok, ça marche, je vais me lancer. Et puis, forcément, dès que je vais parler de cheveux, de produits pour les cheveux crépus ou bouclés, j'aurai forcément une clientèle. Il n'y a pas que ça. Il faut quand même être passionné parce que c'est un domaine qui évolue. Il y a beaucoup de nouveautés, donc il faut pouvoir se former, s'informer sur toutes les nouvelles techniques ou les nouveaux produits. Enfin, ça évolue constamment, donc il faut être passionné pour pouvoir suivre le rythme. Alors, comment les réseaux sociaux et le numérique vous aident-ils à valoriser justement votre expertise et vos services? Alors, les réseaux sociaux, bon, déjà les réseaux sociaux m'ont apporté ma visibilité. Sans, je ne serais pas ni style ou voilà, peut-être que je serais restée de mon côté. Donc, c'est vraiment ce qui m'a aidé à faire la promotion de mon travail par des photos. Des visuels aujourd'hui. Alors quand j'ai commencé, j'ai commencé avec Facebook, donc du coup je partageais mon travail tous les jours et puis le bouche à oreille, mais c'était déjà une bonne base en tout cas pour mettre en avant mon travail, mes expériences. Après il y a eu Instagram, YouTube aussi, j'ai utilisé YouTube pour mettre en avant aussi mes connaissances, mes expériences. De ce côté-là, c'était plus mes expériences, puisque bon, c'était une autre façon de toucher une autre clientèle au-delà de la Guadeloupe. Voilà, d'apporter des réponses et mes expériences à moi pour aider d'autres personnes. Voilà. Donc les réseaux m'ont vraiment... Excusez-moi, on sait que vous avez lancé votre académie. D'ailleurs, comment en avez-vous eu l'idée, mais surtout, comment va-t-elle fonctionner? Alors, l'académie, dès le départ, quand je me suis lancée dans le cheveu afro, quand même, mon idée était de former. Donc, d'apprendre, de faire mon expérience et de transmettre mon savoir à d'autres professionnels, d'autres personnes passionnées. Parce que je considère qu'à moi toute seule, je ne pourrais pas satisfaire tout le monde. Et ça n'a pas trop d'intérêt. Et j'ai plutôt envie que chaque femme puisse se dire, bon, je vais dans ce salon et je sais qu'on s'occupera bien de mes cheveux, on ne va pas me faire un défrisage ou forcément me les lisser. On va s'occuper de ma texture et la valoriser. Donc, aujourd'hui, après 8 ans, je me suis enfin lancée. J'ai lancé la Miss Air Academy. Donc, pour le moment, enfin, du coup, ce sera une plateforme avec, en tout cas, différents modules, différentes formations sur différents aspects, par exemple l'entretien du cheveu, tout ce qui est coupe aussi, par exemple pour le cheveu afro, puisqu'on ne coupe pas les cheveux comme n'importe quel cheveu. Enfin, bref, il y a des spécificités propres aux cheveux afro, donc c'est ce qu'on va retrouver essentiellement. Donc chaque inscrit, alors il y aura des formations pour les professionnels et des formations pour les amateurs, puisqu'il y a des aspects quand même du cheveu, par exemple tout ce qui est coloration, qu'on ne peut pas faire si on n'est pas professionnel. Parce qu'on ne peut pas appliquer des produits sans un diplôme, voilà, sur la tête d'une personne. Donc du coup, on va trouver en tout cas des formations pour tout le monde, on va dire, de façon à pouvoir satisfaire la clientèle. En fait, c'est mon objectif premier, c'est de satisfaire ma clientèle. Je l'ai fait moi et je souhaite que d'autres professionnels puissent le faire, ne pas avoir les retours que j'ai souvent, que j'ai été dans un salon et on ne s'est pas bien occupé de moi. Donc, j'ai plus envie d'entendre ça. Donc, aujourd'hui, je lance la Miss Air Academy. Alors, on sait que vous êtes jeune maman et entrepreneur. Comment arrivez-vous à concilier ces rôles? Alors, maman et entrepreneur. Alors, maman, c'est nouveau, hein, ça fait 4 mois. Donc, comment j'arrive à concilier? C'est beaucoup d'organisation. C'est l'organisation, pas le choix. Après, je ne dirais pas que c'est pas compliqué, si, parce que
Autant je peux m'organiser, être sûre de certaines choses, autant de l'autre côté bébé, voilà, je ne peux pas tout anticiper, il y a des imprévus. Mais j'arrive quand même à concilier, à maintenir un rythme, à travailler. J'arrive à travailler avec elle de temps en temps. Ça dépend de ce que je fais, des prestations que je fais. Parce que bon, j'ai quand même la chance qu'elle soit calme. Donc, je peux travailler. Et puis, bon, il y a aussi papa qui aide. Ça aussi, dans l'organisation, je ne suis pas toute seule. Donc, voilà. Mais c'est vrai que l'organisation compte pour beaucoup. Le fait d'avoir une entreprise aussi m'oblige à être organisée. Donc, là, avec bébé, on réajuste et l'organisation devient essentielle, primordiale. Enfin, sans ça, en fait, la journée, pour avoir essayé, une journée pas organisée, c'est juste pas possible, on n'y arrive pas. Donc, voilà. Alors, pouvez-vous nous rappeler vos réseaux sociaux où on pourra vous suivre? Alors, pour me suivre, partout, Facebook Militaire Style, Instagram Militaire Style et YouTube Militaire Style. Ça s'écrit de la même façon partout. Il faut juste écrire, voilà, et vous me trouvez. Très bien, merci beaucoup Émilie Julisson et on souhaite longue vie à la Miliz Air Academy. Alors mesdames, que pensez-vous de cette démarche d'Émilie Julisson? On va commencer avec Maëlle. Excellente démarche, puisque c'est une entrepreneur que je connais, qui côtoie aussi Ireza. Et effectivement, c'est un travail de longue haleine, puisque ça fait vraiment plusieurs mois qu'elle est sur ce projet et je suis vraiment ravie de voir que ça émerge. Un petit clin d'œil à Amélie, parce que j'aimerais bien aussi avoir de quoi faire pour mes locks. Et donc je serai comblée. Voilà. Très bien. Alors Joëlle, je vous ai vu sourire quand elle disait qu'elle ne veut plus entendre des personnes qui ont les cheveux afro naturels dire qu'on ne s'est pas bien occupé de leurs cheveux. C'est un excellent argument en fait, parce qu'on est beaucoup être passé par là, être souvent déçu par certains coiffeurs, donc je retiens l'adresse. Très bien. Amanda, vous nous disiez que vraiment vous appréciez son authenticité sur les réseaux. Elle vient de nous expliquer comment cette organisation elle est importante. Mon coup de cœur vraiment pour ce type de maman entrepreneur, c'est que elles partagent leur réalité avec nous et bien souvent il y a ce préjugé selon lesquels les jeunes mamans ou les mères de famille de façon générale ne peuvent pas entreprendre ou ne sont pas efficaces. Et j'ai presque envie de dire non, peut-être qu'elles sont 10 fois plus efficaces parce qu'elles ont cette exigence d'organisation. Donc voilà encore un préjugé qu'une jeune maman fait tomber comme ça. Bon, en tout cas, mesdames, merci pour ces découvertes, pour cette conversation. On a un petit peu débordé, on voit notre producteur en sueur. On vous dit, mesdames, messieurs, chères téléspectatrices et téléspectateurs, à la semaine prochaine. Merci de votre confiance et on continue la discussion sur les réseaux sociaux. Au revoir.